Management et diversité, comparaison internationale. Jean-François Chanlat, bonjour. Jean-François Chanlat, professeur à l'Université Paris-Dauphine. Un ouvrage que vous avez coordonné avec Mustapha Özbilgin, donc professeur à l'Université de Brunel. À Londres, oui. La chaire Management, diversité, cohésion sociale. C'est ça l'origine de cet ouvrage. Alors là, c'est le premier tome, comparaison internationale, deuxième tome à venir, Oui. Presse Université Laval. Voilà. Cette chaire, d'abord, quel est le projet de cette chaire de Paris-Dauphine ? Cette chaire est la plus vieille en fait, des chaires de Dauphine, puisqu'elle a été créée en 2008, donc elle a maintenant 10 ans. J'espère qu'elle va pouvoir continuer, parce que, comme vous le savez, les chaires ont besoin de financement. Donc on avait eu 5 entreprises, après on en a eu 4, et là on n'a plus qu'une, mais on espère avoir d'autres entreprises qui viennent soutenir notre effort. Parce que cette chaire, au cours des années, a soutenu des recherches doctorales qui ont été primées sur des sujets bien sûr touchant les différences, a soutenu des recherches de professeurs. Je signale en passant l'ouvrage La force de la différence de Norbert Alter, qui va sortir en anglais cet automne, qui est un livre tout à fait remarquable sur le profil des patrons atypiques. Et puis, il y a eu d'autres recherches, et nous, on a travaillé sur la question de la religion au milieu de travail. Enfin, et il y a d'autres recherches actuellement sur la dyslexie, donc le handicap invisible, la relation entreprise-territoire dans des zones en très grande difficulté, enfin, etc. Ah. Donc, en fait, on est au cœur d'un certain nombre de questions qui sont ce qu'on appelle aujourd'hui, qui assurent l'intégration sociale, la cohésion dans une société. Pour citer quelques entrées, le défi du management de la diversité en Afrique, la diversité dans le monde arabe, gestion de la diversité modèle scandinave, exemple du Danemark et de la Suède, enfin, c'est toute la richesse de cet ouvrage, c'est d'avoir des points de vue informés avec cette question majeure qui est la diversité. Et on a toujours du mal à faire la pédagogie de pourquoi c'est important de s'intéresser à la diversité. La question, je pense que ces deux ouvrages sont issus du réseau, en fait, de la production d'un réseau international qui est associé à la chaire, de gens qui sont très connus dans leur pays et parfois aussi au-delà. Et donc on a essayé, à partir de 2 symposiums, en 2011 et 2015, de faire un peu un état des lieux et des comparaisons et des regards croisés. Alors, le premier tome, évidemment, est sur les pays. En fait, c'est pour ça qu'il y a des chapitres sur le Brésil, le Canada, la France, etc. Et puis, le deuxième tome sera sur les approches thématiques, c'est-à-dire des questions, la question des générations, la question des discriminations par l'apparence physique, la question de la religion. Enfin, là, c'est plus des approches thématiques. Mais ce premier ouvrage est vraiment autour de regards croisés sur cette question de la diversité, parce que cette notion arrive en France assez tardivement, en 2005, 2004, 2005. Elle est portée par certaines entreprises et par le président Sarkozy à l'époque. Mais évidemment, elle s'inscrit dans une société française qui est assez différente, puisque cette notion-là vient des pays anglo-saxons. Et je pense que c'est un peu ce que montre ce livre, c'est qu'en fait, les modes de régulation des différences ou de la diversité sont toujours nationaux, en fait. Je pense qu'on ne peut pas raisonner de manière universelle sur cette question. Elle montre aussi que chaque contexte national fournit un système de sens particulier à la question de la diversité et à des concepts qui lui sont associés comme l'égalité, l'inclusion, l'exclusion, la discrimination, l'équité. Il n'existe donc pas ou peu de convergence en termes de définition et d'intervention en la matière en raison de ces différences de contexte. 3, elle souligne l'importance des institutions dans la formalisation ou dans la formulation des politiques de diversité en milieu de travail, le système d'éducation, le système juridique, la famille et toutes les autres institutions responsables du pilotage et de la régulation de ces questions au niveau de l'État. Et enfin, elle nous fait prendre conscience du rôle que joue l'histoire et la politique, à la fois dans les formations que l'on donne à la notion de diversité et dans la présence plus ou moins forte de certaines questions
et de tabous liés à ces questions dans chacun des contextes locaux étudiés. Voilà. Ah, absolument lumineux dans votre chapitre, Ouais. tous les chapitres évidemment. Mais là, quand on traite d'un cas qu'on connaît particulièrement, puis c'est le cas français, la République à l'épreuve des différences, management, diversité, égalité des chances et cohésion sociale en France. Votre regard sur le cas français, pour prendre un exemple très concret. Alors je pense que le cas français est un cas très particulier parce qu'il s'inscrit dans une république, dans une vision républicaine qui date bien sûr de la Révolution française, où par définition, notre République a défini la citoyenneté d'un point de vue politique et non pas d'un point de vue ethnique, religieux, racial, etc. Donc on est dans une société très différente. C'est pour ça que la notion même de diversité en France, comme je le dis toujours, rentre avec un chausse-pied. C'est-à-dire qu'en fait, on est beaucoup plus à l'aise avec les différences, avec les questions de discrimination, d'égalité, que de discuter de la diversité au sens anglo-saxon du terme, parce que cette question dans les pays anglo-saxons, elle s'inscrit dans un autre contexte historique. Il faut savoir qu'aux États-Unis, vous avez des catégories raciales, ethniques, ethno-raciales. Et les gens, chaque recensement, ils doivent se désigner en fonction de la catégorie et les catégories qui sont proposées. Alors ma collègue Dvora Yanov, qui malheureusement n'a pas de chapitre dans le deuxième livre, elle était là, qui est une grande spécialiste de ces questions, une ethnographe des organisations, a montré l'inanité de ces catégories, puisqu'on passe de 2 catégories au début de l'indépendance américaine, vous voyez, de la République, et aujourd'hui on est en 18, on recule, enfin, et donc en fait, ça n'a aucun sens en fait. Il faut savoir par exemple que les Polonais et les Italiens au début du XXe siècle étaient considérés comme des gens de couleur. Hein. Donc on voit bien l'inanité de certains, mais on voit bien aussi toute la construction qui s'est faite. Les États-Unis se sont construites sur la question noir-blanc en fait. Bien sûr. Bien sûr. Et en même temps, si on le sent partout, Black Lives Matter, enfin voilà, des revendications légitimes d'ailleurs. Enfin voilà, on sent que ça traverse tous les contextes. Sauf que nous, et on le voit bien d'ailleurs dans notre société, les gens de couleur, puisque bon, on est noir ou blanc évidemment, plus ou moins, etc. Mais ils ne se définissent pas forcément comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils se définissent d'abord comme français, vous voyez ce que je veux dire. La question, pour moi, est très importante parce que si on commence à tous se définir par une catégorie, la question qui surgit après, c'est comment on va faire des choses ensemble, puisqu'on est chacun dans son quant à soi. Voilà. Et vous avez Tania de Montaigne qui vient de sortir son livre sur racialiser, bah évidemment. À un moment donné, si vous imposez les catégories, les gens vont se définir par rapport à ces catégories. Oui. Et donc, ça peut entraîner des situations qui sont assez problématiques. Le message est fort à l'heure de l'Europe et des difficultés. Hein, et je crois que la force du modèle français, alors évidemment, c'est très exigeant, c'est-à-dire que, en fait, on considère que tous les hommes sont égaux en droit, mais que ces hommes, ils peuvent être de couleurs différentes, mais ce n'est pas ça qui est le plus important. C'est que c'est des citoyens à part entière de cette République. Faire tenir ensemble les différences, c'est un beau projet pour les sciences de gestion, ça ? Absolument. Et je pense que là, la question au niveau des entreprises et des organisations, elles ont un rôle important parce qu'on le voit bien que par les politiques de sélection, de recrutement, etc., on peut participer évidemment à l'intégration de gens qui ne seraient peut-être pas intégrés. Alors, c'est un des gros problèmes que nous vivons actuellement dans certaines zones urbaines françaises, où, on le sait, le taux de chômage est très élevé, les discriminations de toutes sortes, l'État n'est pratiquement plus là. Enfin, et évidemment, là, ça nécessite, c'est complexe, ça nécessite une articulation de différents éléments. On ne peut pas tout résoudre par l'école. L'école est importante, mais elle ne peut pas tout
elle peut pas répondre à toutes les questions. Mais il est clair que l'école peut jouer déjà son rôle, mais encore faut-il qu'il y ait une vision qui soit d'ensemble par rapport à ça. Et je pense que et éviter les ghettoisations, mais que nous montrent certains travaux aujourd'hui. Voilà. Donc je pense que oui. Question de gestion. Absolument, non, c'est tout à fait central. Alors, je crois que, parce que le défi de la gestion, c'est de faire travailler des gens différents ensemble. Différents par l'âge, différents par le sexe, différents par les origines, différents par les diplômes, etc., etc. Et donc, en fait, l'action collective est toujours le fruit de cet ensemble de différences. Mais pour être performant, il faut qu'on ait évidemment une certaine cohésion et une certaine solidarité dans l'action. Entreprise, rejoignez la chaire Management et Diversité de Paris-Dauphine. Voilà. Management et Diversité, comparaison internationale, sous votre direction avec Moustapha Özbilgin. Merci Jean-François Cholat. Merci, je vous remercie.